Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison de la Tribune des décideurs. J'espère que vous revenez en forme de vacances parce que des sujets d'actualité, il y en a, ils sont nombreux et on va débuter cette saison en compagnie de Philippe Mabille. Bonjour Philippe, directeur adjoint de la rédaction de la Tribune. Eric est encore en vacances, lui. On le retrouvera dans les prochaines éditions. Et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir Augustin de Romanet. Bonjour. Bonjour. Augustin de Romanet, merci d'avoir répondu à cette invitation. Vous avez 52 ans, vous êtes depuis un peu moins d'1 an à la tête d'Aéroports de Paris. Auparavant, on s'en souvient, vous avez dirigé pendant 5 ans la Caisse des dépôts et consignations. Alors on va parler de l'actualité d'Aéroports de Paris, l'actualité économique. On sait que vous avez un regard large sur ces questions. La tradition de cette émission le veut. On commence toujours par une question d'internaute. Baptiste attaque sur la qualité de l'accueil d'Aéroports de Paris, des aéroports. CDG notamment est régulièrement critiqué, dit Baptiste, à juste titre selon lui, pour la médiocrité des prestations offertes aux passagers, notamment en comparaison des aéroports internationaux, Singapour, Francfort ou Londres. Il parle des problèmes de propreté des sanitaires, une question qui revient par ailleurs, facilité de correspondance, amplitude des heures d'ouverture. Bref, n'en jetez plus, la cour est pleine. Qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous êtes arrivé? Est-ce que vous partagez ce constat, peut-être en tant qu'utilisateur auparavant? Alors non, je dois avouer que quand je suis arrivé à Aéroports de Paris, j'ai découvert une qualité supérieure à ce à quoi je m'attendais. Monsieur Baptiste là pose une très bonne question, mais je suis obligé de lui répondre qu'il y a un décalage entre la perception que peuvent avoir les personnes qui ne sont pas allées sur les plateformes depuis longtemps et la situation d'aujourd'hui. Alors je ne veux pas l'abreuver de chiffres, mais je vais dire simplement qu'au premier semestre 2013, le niveau de qualité est de 88%. Il a progressé de 2 points par rapport à l'an dernier, ce qui est historique. Et je dois reconnaître que mon prédécesseur a pris le tournant de la qualité vers les années 2008-2009. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a encore ce problème de perception malgré tout? Pour employer un mot très très barbare qu'aimeront les étudiants en économie, c'est ce qu'on peut appeler l'hystérésis, c'est-à-dire le décalage entre l'effet et la cause. Mais plus sérieusement, prenons par exemple les sanitaires. Je vais dire à Baptiste 3 choses. Premièrement, Aéroports de Paris a pris à bras le corps cette question et nous avons des nouveaux modèles de blocs sanitaires de très grande qualité. Pour vous donner une illustration, ça coûte 8 000 € le mètre carré. Bon. Et nous les déployons progressivement dans nos plateformes au point presque d'aboutir à ce qu'on appelle la surqualité. Je vais vous donner un exemple. La directrice générale d'EasyJet est venue me rendre visite la semaine dernière et m'a dit « Monsieur le Président, moi, mes passagers, ils n'ont pas besoin de toilettes d'aussi grande qualité. Donc ça coûte trop cher et je paye des redevances trop élevées. Si vous pouviez faire des toilettes d'un peu moins grande qualité. » Je caricature. Oui. C'est juste pour dire que je crois que la maison... Ils veulent supprimer les toilettes. Non, c'est peut-être pas eux, c'est Ryanair. Je crois que la maison Aéroports de Paris a pris ce tournant et en ce qui me concerne, je suis profondément convaincu qu'il faut être à l'écoute de nos passagers et j'espère que Baptiste aura l'occasion de voir les progrès. Philippe. Vous avez quand même pris un certain nombre de mesures pour cette prise de conscience de la qualité client puisque vous avez décidé de transférer le siège social de l'Aéroport de Paris à Roissy, au plus proche des clients, donc vous avez fait déménager tous les cadres. Est-ce que vous avez le sentiment que cette proximité justement du client, c'est de nature à changer aussi et la perception et les actions, puisque c'est une action à mener dans la durée pour que la qualité de service soit perçue? Radicalement. Vous savez, il y a une émission de télévision qui s'appelle Vie ma vie. Pendant une journée, vous deveniez chirurgien, le chirurgien devient patron d'aéroport, ou l'inversement. Depuis que nous avons décidé le déménagement à Charles de Gaulle, nos collaborateurs sont favorables à CDG Express. Et cherchez l'erreur. C'était ma question suivante. Cherchez l'erreur. Donc, évidemment, à chaque fois que je me rends dans les plateformes, je découvre de nouvelles choses à améliorer. Mais malheureusement, je n'y vais pas assez souvent. Et à vrai dire, je ne me suis vraiment senti à l'aise à la tête d'Aéroports de Paris que le jour où j'ai compris que nous devions avoir notre siège sur une plateforme. Alors, ça a été difficile de choisir entre Orly et Roissy. Nous avons choisi Charles de Gaulle parce que c'est probablement là où le potentiel de croissance en volume de passagers est important, mais nous ne négligeons pas du tout Orly. Mais le patron de Schiphol est sur place, le patron d'Atatürk est sur place, à Istanbul.
le patron d'Israël est sur place. Et si vous voulez, ne serait-ce que pour mesurer la difficulté d'accès à une plateforme, si vous n'y allez pas tous les matins en partageant la condition des passagers, vous passez à côté du sujet. Alors, on va revenir sur le CDG Express, qui est un gros sujet, mais auparavant, une question de Stomy. Monsieur de Romanet, pourquoi le prix du stationnement chez ADP est-il prohibitif? Parce que 6 € de l'heure, le parking, ça devient insupportable. Qu'est-ce que vous répondez à Stomy? À votre actionnaire Vinci, peut-être. Oui, alors, bon, nous sommes très très attentifs au prix des parkings, et c'est vrai que lorsque je suis arrivé à l'aéroport de Paris, j'ai découvert que nous ne communiquions pas assez sur des offres plus économiques. D'abord, nos compatriotes ne savent pas nécessairement que si on vient pendant une semaine entière, on peut avoir des tarifs, j'ai ici le chiffre, pour une semaine entière, vous avez, pour 6 jours à Orly, ça vous coûte 100 €, ce qui est quand même beaucoup moins cher que 6 € de l'heure. Alors, c'est vrai que c'est 6 € pour les parkings au contact, 4 € de l'heure pour les parkings situés à moins de 5 minutes, mais c'est uniquement pour les stationnements courts. Pour les stationnements plus longs, vous pouvez avoir des réservations, etc. Nous sommes attentifs, effectivement, au pouvoir d'achat de notre clientèle, et c'est un point de vigilance pour moi. Alors, Philippe qui est malicieux, ça n'a pas échappé à Philippe, en tout cas, que Vinci était aussi votre actionnaire, un grand opérateur de parking. Est-ce que ceci explique cela aussi? Alors, nos tarifs de parking ont été fixés avant que Vinci ne voie sa participation au capital accru. Parce qu'on pourrait se dire que bon, voilà, le prix du mètre carré en plein cœur de Paris peut justifier de telles sommes, mais peut-être que dans des endroits plus comment dirais-je, moins construits, comme les aéroports, on pourrait avoir des prix du parking moins élevés. Oui, alors nos investissements pour les parkings sont considérables, nous les modernisons en permanence. Nous venons actuellement, par exemple, de changer les accès au parking du 2E et du 2F. Il s'agit d'un équilibre économique global et qui tient compte de la concurrence des autres modes de transport. Est-ce qu'on évacue la question Vinci tout de suite, Philippe? Peut-être, puisque votre capital est ouvert en bourse, mais vous n'êtes pas privatisé. Alors, 2 questions. Vinci, on vient de le dire, est rentré dans votre capital. Est-ce que vous avez des discussions avec eux? Ils ont l'air d'avoir l'intention de se renforcer, s'il y avait d'autres opérations de cession par l'État. Et puis, plus largement, est-ce qu'une privatisation totale de l'entreprise Aéroports de Paris, qui est le cas de la plupart des aéroports dans le monde, sont privatisés dans le monde entier, est-ce que c'est une perspective que vous encouragez? On rappelle que l'État, pardon, une petite précision, est descendu. Il avait presque 60% de capital, il les a ramenés à 51%. Crise oblige, il faut trouver de l'argent. La privatisation, c'est 2%. Oui. Alors, il faut dire à nos auditeurs que la loi précise que l'État doit garder 51%, 50, quelque chose % d'aéroports de Paris. La loi actuelle. Bien sûr. Oui, les lois, ça change. Donc, le ministre des Finances et le gouvernement n'ont jamais fait état de leur volonté de proposer une modification de cette loi. Donc, ça n'est pas d'actualité. Et par ailleurs, Vinci s'est engagé à ne pas augmenter sa participation au capital d'Aéroports de Paris durant 5 années. Néanmoins, Vinci est un acteur très significatif des travaux publics et de la concession. C'est toujours une richesse d'avoir dans son conseil d'administration et comme actionnaire des entreprises fortes ou des personnalités fortes. Et donc c'est comme cela que je prends l'arrivée de Vinci. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle pour la société Aéroports de Paris. Est-ce que ce serait une bonne chose, si on fait un peu de capitalisme fiction, que Vinci prenne la majorité à la place de l'État, qui pourrait être un acteur peut-être plus conservateur, étant donné les problèmes autres qu'il a à gérer? Écoutez, une entreprise, ce sont des salariés, des clients et des actionnaires. Les 3 sont pour moi sur un pied d'égalité. Dès lors que les actionnaires partagent l'opinion des clients, l'opinion des salariés, l'opinion du management, que nous, notre métier à Aéroports de Paris, il est double. Il est d'abord d'offrir le meilleur service possible aux clients parisiens. Ensuite, il est de développer l'entreprise le plus possible pour créer des emplois pour nos compatriotes, notamment en profitant de la croissance mondiale. Dès lors que Vinci partage cet objectif, je n'y vois que des avantages. Ceci dit, quand on regarde les résultats de l'entreprise au premier semestre, donc le chiffre d'affaires est plutôt en hausse, mais les résultats sont en baisse. Vous avez annoncé, vous parliez d'emploi, un plan de départ volontaire de 370 personnes. Est-ce que vous n'êtes pas quand même en train de mettre cette entreprise ADP dans une situation de pouvoir être privatisée et finalement être plus dans une logique d'investisseur privé que l'État, finalement, comme actionnaire, qui n'a pas vocation à gérer des aéroports? Si vous voulez, j'ai commencé ma vie professionnelle au ministère des Finances au début des privatisations, dans les années 86-88. Et j'ai vu cette génération de hauts fonctionnaires arriver à la tête des entreprises publiques. Et dès qu'ils étaient nommés, n'avoir qu'une seule envie, c'est d'être privatisés. Pour des motifs que chacun peut deviner notamment. Moins de tutelle.
moins de tutelle, des rémunérations différentes, etc. Des rémunérations plus élevées. C'est surtout. quelque chose dans lequel je ne veux pas entrer une seule seconde. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le développement de l'entreprise et sa prospérité. Et si cette entreprise peut se développer avec l'État comme actionnaire, ce qui est le cas aujourd'hui, l'État ne m'empêche aucunement de me développer. L'État ne m'empêche pas, bien au contraire, de faire les adaptations de personnel dont j'ai besoin, en négociant avec les organisations syndicales certains départs, mais en m'autorisant à faire certains recrutements. Donc, si vous voulez, la seule chose qui m'intéresse, c'est de développer l'entreprise, de créer le maximum de richesses, non pas pour qu'elle soit privatisée un jour, mais pour que toutes les parties prenantes de l'entreprise en profitent au maximum. On a une question de Marc qui va peut-être ouvrir sur des questions plus générales d'économie, de croissance, de reprise ou pas, parce qu'on imagine que les aéroports sont un thermomètre pour prendre la température économique d'un pays. C'est par là que passent de nombreux hommes d'affaires ou pas. Marc vous demande si le trafic d'aéroports de Paris a été bon cet été, en hausse ou en baisse par rapport à l'année dernière notamment. Alors, cet été, il a été très contrasté avec globalement des résultats très positifs. Contrasté parce que le ramadan a été un peu décalé et le ramadan conduit à une très forte baisse sur les faisceaux Afrique du Nord, Moyen-Orient. Donc juillet a été un peu maussade. En revanche, août a été remarquable. Qu'il s'agisse d'Orly ou de Roissy, nous avons des progressions très souvent au-delà de 4 ou 5% par rapport à l'année dernière sur la même journée. Donc je dirais que si je devais simplement considérer le mois d'août, les nouvelles sont bonnes. D'accord. Donc c'est plus le fait religieux, le ramadan notamment, que vous surveillez plutôt que la conjoncture en se disant voilà. Non, justement, juillet a été moyen avec un effet rattrapage sur août, mais les scores d'août ont été tellement élevés qu'on va au-delà de l'effet rattrapage et qu'il me semble que c'est la représentation d'une conjoncture qui s'améliore. Est-ce que vous sentez, parce qu'on est sur la conjoncture, on reviendra sur la stratégie d'ADP, mais est-ce que vous sentez que la reprise en cette fin d'été, on a eu quelques bons indicateurs macroéconomiques, climat des affaires, le chiffre du deuxième trimestre, 0,5, est-ce que vous sentez, comme l'a dit François Hollande, que la reprise est là et qu'est-ce qui pourrait la faire finalement s'amplifier ? Alors, de façon microéconomique, il faut rester modeste. La base 2012, du deuxième semestre 2012 des aéroports de Paris n'était pas bonne, donc ça explique aussi que 2013 en soit d'autant amélioré. Donc, sur le plan des chiffres, la vérité oblige à dire qu'ils sont plutôt encourageants. Mais sur le long terme, comme le président de la République et le ministre des Finances le disent, d'ailleurs comme chacun le sait, tout est une question de confiance. Confiance pour les investisseurs et donc visibilité sur l'évolution des impôts, l'évolution de la dépense publique. Et ça, c'est une question qui me dépasse ô combien. Mais que vous connaissez bien. Et que j'ai pratiqué largement. Flavien demande quelles sont les pistes pour rendre ADP plus attractif. J'imagine qu'il parle de l'action ADP. Alors, d'abord, pour l'action ADP, je souhaite que tous nos actionnaires puissent avoir une bonne visibilité sur notre politique, notre vision de long terme et les préalables pour notre objectif de long terme. Notre vision de long terme, ça n'est pas pour tout de suite, mais notre vision de long terme, c'est d'être le leader mondial de la conception et de l'exploitation d'aéroports. Cela dit, pour atteindre cet objectif, il faut consolider deux volets. D'abord, le volet de l'exploitation de nos aéroports parisiens. Personne ne comprendrait que nous allions par monts et par vaux dans le monde sans assurer une bonne qualité de service, reconnue comme telle, à CDG et à Orly. Donc ça veut dire des investissements concrets. Ça veut dire des efforts très considérables sur la perception que peuvent avoir les passagers de leur accueil dans nos aéroports. Mais y compris leur transport, parce que voilà, l'un des points principaux, il est évoqué dans les questions, c'est Charles de Gaulle Express. On a parlé de France 2025 à la fin de l'été. Est-ce que vous pensez qu'avant 2030, cet investissement sera lancé ? J'ai bon espoir. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Écoutez, pour le moment, c'est plutôt des choses qui débloquent. Et je dois attester que nos conversations avec les pouvoirs publics, au premier rang desquels Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports, sont extrêmement encourageantes. Monsieur Cuvillier prend sa charge très à cœur. Il a saisi l'importance pour l'économie française de cette affaire. Et le président de la République aussi, d'ailleurs. C'est sans doute M. Cuvillier qui l'a convaincu. Dans le discours de la conférence des ambassadeurs du 26 août, le président de la République indique que le tourisme est une priorité nationale et que l'accueil des touristes, à commencer par celui d'aéroports de Paris, est très important. Donc je pense que le Premier ministre, le président de la République, M. Cuvillier, sont convaincus que CDG Express doit déboucher. Et je dois vous dire que je ne saurais pas demeurer serein à la tête d'aéroports de Paris si j'avais comme perspective qu'en 2025, la plateforme de Roissy devenait inexploitable. Le congestionnement de l'autoroute 1 est déjà tellement fort aujourd'hui
que j'imagine volontiers qu'en 2025, vous aurez certaines journées où vous ne pourrez tout simplement pas avoir de visibilité sur votre parcours. Donc ce CDG Express, il est capital. Et son financement par une taxe supplémentaire sur les billets d'avion, entre autres? Son financement, il sera assuré sous toute réserve, parce que les pouvoirs publics continuent à réfléchir sur la meilleure structure. En tout cas, Aéroport de Paris s'est engagé à investir. Réseau Ferré de France, et je salue Jacques Rapoport parce qu'il fait beaucoup d'efforts, s'est engagé à investir. Mais nous avons, même si nous exigeons des taux de rentabilité interne modérés, nous avons au moins le devoir de rémunérer notre capital au minimum exigé par nos actionnaires. Au minimum, je ne demande pas de bénéfices. Et donc pour ce faire, nous avons besoin probablement de mesures d'accompagnement, dont peut-être cette taxe, dont il faut souligner qu'elle arrivera en 2023. Donc si vous voulez, le jour où Charles de Gaulle Express sera inauguré, la nouvelle sera tellement bonne que le fait d'avoir 1 euro par passager supplémentaire sera un tempérament à cet optimisme très, très faible. Quelle cible est visée pour le prix de l'aller par le Charles de Gaulle Express? 25, 30 euros à peu près? La cible, ce sont toutes les personnes qui soit arrivent à Paris et ne veulent pas prendre un taxi ou considèrent que le taxi a un temps de trajet qui est trop improbable et veulent être dans le centre de Paris, soit dans le sens inverse, toutes les personnes qui veulent rejoindre la plateforme. Les études d'élasticité montrent que au-delà d'un certain prix, la sensibilité des personnes au tarif fait qu'ils le prennent de moins en moins. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur un prix de l'ordre de 23-24 euros. Au-dessus, ça ne servirait à rien puisque le nombre de passagers baisserait. Et en dessous, nous diminuerions la rentabilité. À propos des taxis, on avait une question également concernant cette polémique autour des taxis et des chauffeurs privés. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que la semaine prochaine, on aura Nicolas Rousselet, ici même, le patron du groupe G7, qui viendra justement exposer son point de vue. Vous, est-ce que vous avez un avis sur la question, Monsieur de Romanet? Je crois qu'il faut faire coexister tous ceux qui sont au service des passagers, qu'il s'agisse des taxis, qui ont un rôle crucial, du transport à la demande, par véhicule automobile, des motos. La fonction qui est la nôtre, c'est de faire coexister toutes ces personnes de façon harmonieuse. Et, donc avec des espaces dédiés aussi, peut-être réservés aux différentes catégories de véhicules. Et puis de respecter à la fois le métier de chacun et la concurrence. Alors quand on travaille au quotidien dans un aéroport, la tentation est grande de prendre l'avion. C'est ce que vous essayez de faire aussi, enfin vos prédécesseurs ont entamé cette démarche, notamment avec le dossier turc, un dossier qui fait couler beaucoup d'encre, parce que pour résumer un peu les épisodes précédents, en quelques mots, Aéroport de Paris a investi, je parle sous votre contrôle, de l'ordre de 700 millions dans son homologue turc qui s'appelle TAV, avec la perspective de la construction d'un 3e aéroport à Istanbul. Et là, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme espéré puisque la concession et la construction ont été attribuées à un autre opérateur. Donc vous vous retrouvez un peu dans une impasse avec un gros investissement, ce qui suscite pas mal de questions. Est-ce que, dit CM, vous ne vous seriez pas fait avoir comme des Bleus en Turquie? Je ne crois pas. Reprenons le dossier à la base. Lorsque mon prédécesseur, Pierre Graff, a fait l'acquisition de 38% de TAV, qui gère non seulement l'aéroport d'Istanbul, mais aussi l'aéroport d'Ankara, d'Izmir, de Monastir, de Médine, de Skopje, de Tbilissi, etc., il savait que la concession de l'aéroport d'Istanbul expirait en 2021. Donc nous n'avons pas actualisé les cash flows au-delà de 2021. Ce qui est exact, c'est que nous n'étions pas conscients du fait que le gouvernement turc allait lancer un appel d'offres pour le 3e aéroport plus vite que prévu, ce qui risquait de nous conduire à devoir fermer Atatürk avant 2021, d'où un problème de manque à gagner et d'indemnisation. Aujourd'hui, quelle est la situation ? L'appel d'offres pour le 3e aéroport, qui, je vous le rappelle, devrait être le plus grand aéroport du monde, avec 150 millions de passagers, a été attribué à un consortium de 5 entreprises de bâtiments et de travaux publics qui n'ont pas d'expertise dans le domaine de la construction d'aéroports. Donc vous essayez de remonter à bord. Vous espérez peut-être ? On les laisse venir. Pour le moment, on reste là où on est. Si vous ajoutez le fait que, comme vous le savez, la nouvelle politique monétaire américaine a fait fuir beaucoup de capitaux des pays émergents, les problèmes de financement de ce 3e aéroport vont se durcir. Donc aujourd'hui, il n'est pas lancé. Et mon analyse personnelle, au 2 septembre, est que la probabilité que nous continuions à exploiter Atatürk jusqu'en 2021 existe de nouveau. Donc, je pense que non seulement on ne peut pas dire que nous nous sommes fait avoir,
Mais nous avons acquis une société qui a un tel dynamisme. Songez que la croissance de TAV Airports est de plus de 20% par an. Et si vous regardez nos résultats du premier semestre, vous voyez qu'en agrégeant les résultats de trafic d'Aéroports de Paris et ceux de TAV Airports, en pondérant par notre participation, notre taux de progression est de 5,6%, soit 50% de plus que notre principal concurrent coté dans les aéroports présent à l'étranger, qui est le groupe Fraport, l'aéroport de Francfort. Francfort est présent au Pérou, est présent en Bulgarie, en Roumanie, etc. Et avec leurs acquisitions extérieures, ils ont une croissance qui est 50% plus faible que nous. Donc, je pense que Pierre Graff a été hardi dans cette acquisition. Est-ce qu'il n'a pas trop chèrement payé Non. cette acquisition? Parce que Mido demande, ça aggrave l'endettement. Enfin, il y a plusieurs questions sur ce thème et sur la dette qui en résulte. Non, si on veut rentrer un tout petit peu dans la technique, la société TAV Airport a été acquise pour une somme équivalente à 10,4 fois l'excédent brut d'exploitation avant amortissement. Or, la moyenne du marché, c'est plutôt 12 à 14, et certaines acquisitions se sont faites à 30 fois l'EBITDA. Donc, Ça, c'est Hermès, c'est le Hermès de l'aéroport. donc, si TAV Airport n'a pas été acquis très cher, c'est notamment, d'une part, c'est parce que les grands investisseurs de long terme n'étaient pas enthousiasmés par une concession qui se terminait en 2021. Et d'autre part, la vérité oblige à dire que le grand actionnaire dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est un grand professionnel, Vinci, était en concurrence avec Aéroports de Paris pour un prix absolument comparable. Donc, je crois qu'il n'y a pas eu du tout de prix trop élevé. Marion demande, y a-t-il d'autres dossiers hérités de votre prédécesseur qu'il reste à régler? Alors, il y a deux choses qui sont claires. La première, c'est que le bilan de Pierre Graff est remarquable. Il a pris le tournant de l'augmentation de capacité de Roissy. Songez qu'en 2004, la capacité de Roissy, c'était 47 millions de passagers. Aujourd'hui, c'est 79. Donc il a investi dans très nombreux nouveaux terminaux. Il a pris le tournant de la qualité de service, il a changé le statut d'Aéroport de Paris, il a créé cette notion de double caisse dans le contrat de régulation économique. Enfin, je passe. Alors, vous dire qu'il n'y a pas des sujets qui me préoccupent, ça serait faux. Lesquels? Je suis notamment préoccupé par le rebond de la société ADPI, qui est une société d'ingénierie à l'international, qui doit retrouver des relais de croissance, puisque les contrats obtenus à la fin des années 2000 l'ont été dans des conditions qui ne sont pas reproductibles. Je pense notamment à l'Arabie Saoudite, je pense à la Libye. Et donc, je suis désireux de redynamiser ADPI. Et puis, je suis aussi désireux de faire que la société mette plus le client au cœur de sa politique et que les personnes travaillent moins au silo. Donc, j'ai pas mal d'idées sur l'organisation, sur les ressources humaines, mais tout cela à partir d'une base qui a tout de même progressé remarquablement. Philippe? Est-ce que vous pensez que le dossier du 3e aéroport parisien est complètement refermé? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous pensez que l'aéroport Notre-Dame-des-Landes se fera? Alors, le 3e aéroport parisien n'est pas d'actualité, je dirais, du tout, pour la raison suivante. La France a la chance d'avoir eu des visionnaires qui ont créé à Roissy 4 pistes d'atterrissage et de décollage. 4 pistes. Ce qui veut dire que le potentiel de Roissy est encore très considérable. Il y en a combien qui fonctionnent à 2? Pour le moment, on utilise les 4 pistes, mais pas à plein. D'accord. Donc, nous aurions encore en théorie la faculté de développer Roissy pour au moins 20 millions de passagers par an. 20 voire 25. Orly, en revanche, c'est un peu limite. Orly, nous avons des petites marges, mais ce qu'il faut voir, c'est que les avions grandissant en taille, augmentant l'emport potentiel de passagers et diminuant en bruit, avec le même nombre de mouvements, nous aurons de plus en plus de passagers à Orly, sans nuire à la population alentour. Donc existe le 3e aéroport. Donc, à ma connaissance, l'existence de plateformes de bonne taille, pas trop loin de Paris, du type Vatry par exemple. Vatry, qui est un site très remarquable, pourrait, près de Châlons, dès lors qu'il serait desservi par le train dans des bonnes conditions, être une plateforme alternative, par exemple, pour les vols très long courriers. Donc je crois que le sujet du 3e aéroport en Ile-de-France, on doit toujours se poser la question de savoir s'il est nécessaire, parce qu'il faut voir à long terme. Mais à l'heure où nous parlons, je ne suis pas sûr que ça soit d'actualité. Notre-Dame-des-Landes? Alors, Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet, je crois, structurant pour la Bretagne, qui vise à doter Nantes, dont l'aéroport est aujourd'hui quasiment en centre-ville, et Rennes,
d'une plateforme avec une telle capacité qu'elle puisse assurer le développement de la région Bretagne. Ce dont a souffert Notre-Dame-des-Landes, c'est un effet retard entre la croissance attendue et la croissance réalisée. Mais cet effet retard est au plus de quelques années. Donc je pense que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a sa pertinence et qu'il se fera. Même si, comme je dois le préciser, nous ne sommes pas partie prenante dans Notre-Dame-des-Landes. On ressort des frontières. Quelle est votre stratégie à l'international, Augustin de Romanet, pour développer l'aéroport de Paris? Alors, à part la Turquie, donc. moi, acquisitions. si vous voulez, ma certitude, c'est que le monde du transport aérien est un monde formidable parce que son élasticité par rapport au PIB est de 2. C'est-à-dire, en français dans le texte, quand le PIB croît de 2% par an, le transport aérien croît de 4% par an. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui accèdent à un revenu de classe moyenne se mettent à prendre l'avion alors qu'ils ne prenaient pas auparavant. Nous avons encore 30% de nos passagers à Orly qui n'ont jamais pris l'avion. 30 Donc ou 40%. il y a une sociologie particulière à laquelle vous devez songer pour justement les rassurer, j'imagine. La première fois qu'on fait quelque chose, c'est toujours un peu plus angoissant. Exactement, et je pourrais y revenir si vous voulez, mais Ouais. je souhaite désanxiogénéiser l'avion et prévenir les gens de ce qui va leur arriver. Je cite souvent cet exemple. Est-ce que vous savez, Thomas Blard, si on est obligé ou pas d'enlever ses chaussures au poste d'inspection filtrage? Bah, si on vous le demande, en tout cas. La vérité, c'est que vous n'êtes pas obligé et que vous le faites uniquement si on vous le demande et si vous sonnez à la petite guérite. Mais je voudrais qu'on standardise, qu'on rationalise toutes ces étapes qui sont pleines d'anxiété pour nos compatriotes. Donc, je reviens à notre stratégie internationale. Moi, mon objectif, il est d'abord de développer ADPI pour construire le maximum d'aéroports dans le monde avec nos architectes. Il y a un savoir-faire d'ingénierie et d'architecture à l'aéroport de Paris. Il faut le redynamiser parce qu'aujourd'hui, il est un peu brinque-ballon. Deuxièmement, je souhaite exploiter des aéroports, mais en prenant des participations significatives. Malheureusement, aujourd'hui... Vous avez une marge de manœuvre pour ça, financière? Alors, cette marge de manœuvre, oui, elle existe. Mais cette marge de manœuvre n'existe que si nos actionnaires sont convaincus que nous pouvons le faire avec profit. Si nos actionnaires ont un doute sur nos capacités professionnelles, ils ne voudront pas nous laisser. Et donc le les faire. cibles, quelles sont-elles? Alors, les cibles aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire parce que j'observe un gonflement des valorisations d'infrastructures aéroportuaires, comme les autoroutes d'ailleurs, qui me fait penser à une petite bulle. Donc je ne suis pas affolé à l'idée de ne pas gagner d'appel d'offres, même si on va tout faire pour le faire, dans les mois, les années qui viennent. Nous regardons en Amérique latine, nous avons une participation importante au Mexique qui nous donne un point d'appui pour regarder par exemple un dossier à Santiago du Chili. Et puis plus directement, mon prédécesseur avait initié la candidature pour l'appel d'offres de la privatisation de Rio de Janeiro et d'un terminal de l'aéroport de LaGuardia à New York. Philippe, une dernière question pour... Une dernière question, oui, la fin de votre mandat interviendra l'année prochaine, puisque en fait, vous remplacez et vous terminez le mandat de votre prédécesseur Pierre Graff. Est-ce que vous avez des certitudes déjà, ou en tout cas des assurances sur le fait que vous allez pouvoir mener cette stratégie dans le long terme? Alors je vais vous dire, ce sujet de fin de mandat, pour moi, c'est un sujet un peu épineux, parce que pendant 5 ans à la Caisse des dépôts, on m'a dit, votre mandat se termine dans 5 ans, est-ce que vous allez continuer? Bon, j'ai toujours dit que j'étais désireux de continuer, ça ne m'a pas été donné. Donc pour moi, je suis superstitieux, donc je ne parle pas de ma fin de mandat. La seule question est de savoir si mon actionnaire est content de ce que je fais ou pas, mais ça, c'est à lui qu'il faut demander. Eh bien, vous viendrez nous en reparler l'année prochaine ou avant si l'actualité s'y prête. Merci en tout cas, Augustin de Romanet, de votre visite. Merci Philippe. Merci à vous tous pour vos questions. Et je vous le dis, on se retrouve la semaine prochaine. Notre invité sera Nicolas Rousselet, le PDG du groupe G7, vous savez, les taxis, entre autres. Merci à vous tous. À la semaine prochaine.